On va essayer d'en ramener un peu plus la prochaine fois, promis. Si c'est important, on essaie de féminiser les clubs de radio amateurs et croyez-moi, c'est pas facile. Alors, bienvenue et merci d'être beaucoup plus nombreux que l'année dernière à la session radio logicielle. Je suis accompagné de Yves Rougy, Macaul et Bumblebee à force de ne pas les avoir forcément par leur nom et leur prénom. Je connais très bien leur pseudo Twitter, donc voilà. Je ne suis pas radioamateur, contrairement à Yves. Tu l'es aussi, vous l'êtes tous les deux, je me souviens plus. Non, non plus, très bien. Donc, je reviens de la nuit du hack. On était une vingtaine de personnes à travailler un peu, ou en tout cas à essayer de bidouiller des trucs avec des clés RTL, SDR, des HackRF, etc. Et il n'y en avait aucun qui était radioamateur. Alors, est-ce qu'il y a des radioamateurs dans la salle? Pareil, c'est comme les filles, hein, ils ne sont pas très nombreux. Ok, donc on va parler d'un sujet qui nous touche tous et qui est très utilisé depuis des dizaines, voire plus d'un siècle aujourd'hui. Merci à la communauté de radioamateurs de m'avoir gentiment accueilli, formé. Je suis en train de devenir radioamateur pour ma part. Il faut qu'on le devienne tous si vous vous intéressez à ces sujets-là. Le début de toute cette conf, c'est les ondes électromagnétiques. Donc une composante électrique, une composante magnétique qui oscille, qui varie dans le temps et qui se propage dans l'espace en fonction des fréquences et qui peuvent être reçues et qui sont reçues depuis le temps de nos grands-parents par des récepteurs radio. L'AM au début, la FM maintenant, bientôt la RNT. Pour beaucoup et pour moi, encore l'année dernière, les radioamateurs, c'était des cibistes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se crisper quand je dis ça. Mais je suis désolé, pour moi, un radioamateur, c'était un mec dans un camion avec un talkie-walkie qui faisait pchit-pchit, Roger, je suis à l'étape hôtel, etc. J'ai découvert en un an que c'était absolument pas ça et que c'était une formidable communauté qui s'est vachement modernisée, qui n'est pas toujours, comme nos communautés du libre, toujours facile. Mais moi, j'y suis venu en fait à cette communauté des radioamateurs grâce à un logiciel libre qui s'appelle GNU Radio. C'est un super logiciel qui a permis de démocratiser, à mon sens en tout cas, énormément les usages de la radio. Je vais vous faire passer une ou deux clés TNT. Mais grâce à ce logiciel-là, on a réussi vraiment, pour très peu d'argent, et avec la conjonction du passage à la TNT. Hop, donc en fait, pour 10 € à peine, vous avez ce genre de petit dongle USB qui permet à la base de regarder du foot pendant la Coupe du Monde, mais aussi à décoder des signaux radio entre 50 MHz et 1 giga-7. Alors, sur ces fréquences-là, je peux vous dire qu'il y a du monde. Alors, vous avez les fréquences que vous connaissez tous, parce que vous avez peut-être des stations météo, quand vous écoutez la radio le matin. Donc, entre 88 et 108, c'est la bande FM, qui est utilisée par plein de radios que vous écoutez. 433 MHz, 868, c'est des ISM, donc des stations météo. Il y en a une sur le toit du NUMA, elle émet en 868, donc vous pourriez très bien de l'autre côté, à vue pratiquement de cette station-là, intercepter les trames radio et lire la vitesse du vent, la direction du vent, la pluviométrie au-dessus du NUMA. À 1 giga 5, 1 giga 6, vous avez le GPS. Vous avez GLONASS, qui est le GPS russe, bientôt Galileo, qu'on accouche difficilement mais qui arrive. À 1090 MHz, pour ceux qui voudront tout à l'heure, vous pourrez écouter l'ADSB, c'est les codes transpondeurs des avions. Donc en fait, c'est l'anti-collision des avions. Donc vous pouvez observer la position, l'altitude, la vitesse, le cap, le code transpondeur d'un avion. À 162 MHz, vous avez le même système qui s'appelle l'AIS pour les bateaux. Donc bref, on peut pratiquement faire tout ce qu'il y a de possible et d'imaginable, rien qu'avec ce tout petit récepteur à une dizaine d'euros. Alors, on vous a ramené d'autres jolis objets que je vais vous passer aussi. Ouais, c'est l'USRP. Alors, c'est un périphérique universal radio. Alors, celui-là, il coûte un petit peu plus cher. L'USRP, alors celui-là, avec ça, vous pouvez tout écouter et émettre, cette fois-ci, entre 0 Hz et pratiquement... Alors ce modèle-là, en tout cas avec la carte fille qu'il y a dessus, 2 Go 2. Mais techniquement, vous pouvez donc reproduire un satellite GPS, par exemple. Il y a des gens qui s'amusent à ça. Ou
Oui. Ouais, puis ça peut monter avec d'autres cartes filles. On peut monter sur des fréquences de mémoire 6 Go, 8 Go. Il y a différentes cartes. Donc en gros, suivant les cartes filles, on peut aller de 0 jusqu'à entre 6 et 10 GHz. Donc on couvre 90% de ce qui peut être, de ce qu'on peut rencontrer. Ce qui va au-delà, ça va être dans certains cas des feeds satellites ou des ponts hertziens, ce genre de choses-là. Il n'y a pas grand-chose d'autre au-delà de 10 GHz pour le moment. Yves ne fera pas la démo, mais il en parlera 1 heure après moi, des IMSI catchers qui ont eu le vent en poupe grâce à une loi dont je tairai le nom. Mais en gros, vous pouvez faire une antenne relais avec ça. Vous pouvez faire de la 4G, OpenLTE, donc c'est un logiciel libre qui permet de transformer ce petit truc-là, donc je vous le passe. Vous ne touchez pas à l'intérieur pour éviter de mettre des décharges électrostatiques sur les composants, ils sont sensibles, mais vous pouvez toucher à l'extérieur, il n'y a aucun souci. Donc avec ça, vous pouvez faire une antenne relais. Alors, vous n'allez pas avoir la puissance de l'antenne relais. Je vous invite tous à devenir radioamateur pour savoir d'un point de vue légal, être radioamateur, c'est être formé et obtenir une autorisation de l'État d'émettre et de recevoir sur des bandes dédiées aux radioamateurs. Donc devenez tous et toutes radioamateurs et vous aurez le droit d'émettre en 2 Go 4 à 1 kW 5 si vous voulez, 1 kW. 700 watts, désolé. C'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. 500 watts en 2 Go 4, c'est pas mal. En gros, les gars du FOSDEM qui m'avaient sorti ça, c'était pour faire rebondir des ondes sur la Lune. Oui, c'est pour faire des communications, ce qu'on appelle les communications EME, c'est-à-dire on met des grosses antennes dirigées sur la Lune, on envoie le signal sur la Lune, qui se réfléchit, qui revient sur la Terre, et ça permet de faire des communications avec des gens qui sont très loin. C'est un mode un peu sportif de faire des communications qui demande de bien maîtriser sa chaîne d'émission, de bien maîtriser sa chaîne de réception. C'est assez fun à réaliser. Mais il faut une grosse installation, il faut de la place pour mettre les antennes. Hein. Voilà, je trouve ça cool, donc du coup, je vous en parle. Si ça intéresse certaines personnes, devenez tous radioamateurs. On va parler de choses un peu plus accessibles quand même. Pour ceux qui connaissent le projet Osmocom, c'est Open Source Mobile Communication. Vous avez pratiquement tous les grands protocoles télécoms qui sont décrits. C'est des projets dérivés qui utilisent beaucoup GNU Radio et qui permettent d'utiliser des téléphones comme le Motorola C123. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu. C'est un téléphone qui coûtait très peu cher, avec 4 ou 5 lignes de caractères, qui a vu son prix s'envoler. Attends, super. Son prix s'est envolé. Alors, moi, j'ai réussi à en acheter 5 sur Price Minister, mais je pense que le vendeur ne se rendait pas compte du prix de ce téléphone. En gros, sur le marché aujourd'hui, c'est un téléphone qui vaut 150 €. L'avantage, c'est que sa puce radio a été complètement, pratiquement reverse engineerée. Et avec ça, c'est un vieux téléphone. Hein, vous pouvez faire un analyseur de spectre, vous pouvez analyser les signaux qui sont émis entre une antenne relais et votre téléphone. Vous pouvez faire pas mal de petites choses intéressantes. C'est très bien pour débugger le protocole 2G, puisqu'un téléphone 2G. Et ça coûtait pas cher. Et en changeant les filtres, on peut le transformer en antenne, en BTS. On peut voilà. se faire passer pour une antenne d'opérateur mobile. Ça fonctionne aussi. Il y en a qui font des IMSI catchers avec ça. C'est pour ça que ça rejoint un petit peu la conférence que je ferai tout à l'heure. Motorola C123, je vous invite à voir sur le projet Osmocom BB ce qui a été fait. Yves nous a ramené un magnifique Hacker F1. Je te laisse parler. Alors ça coûte 300 $ à peu près. Oui, de 300-400 $ à peu près. Ça a été un gros succès. Ça a été un projet Kickstarter qui a été fait par un type qui s'appelle Michael Osman. Là, on est sur la page de Code Gadgets qui est son site. C'est un type qui a voulu explorer un petit peu le monde de la radio logicielle parce qu'il a travaillé avec du SRP pendant quelques années. Il a voulu faire sa radio logicielle avec quelques contraintes qui étaient qu'elle soit portable, elle soit alimentée uniquement par USB, comme ça on peut aller se balader avec. On peut aller un petit peu n'importe où pour s'amuser avec. Du coup, ça amène quelques contraintes à l'utilisation qui fait que par rapport aux autres qui sortent aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur, mais il a l'avantage d'être totalement portable et il va couvrir de à peu près 1 MHz à 6 GHz en termes de fréquence. Donc encore une fois, on couvre tout ce qu'on peut recevoir.
et lui permet donc de recevoir et d'émettre. Il ne fait pas que de la réception, il fait également de l'émission. Il est moins puissant, on va dire, c'est de l'émission, soit on reçoit, soit on émet, on ne peut pas faire les deux en même temps, contrairement à l'USRP par exemple. Un exemple d'application avec nous radio, moi je m'étais fait un petit émetteur FM avec qui m'a permis de discuter avec d'autres radioamateurs en passant par un relais parisien, où donc du coup mon émission était faite entièrement logiciel. J'avais le micro qui était branché sur l'ordinateur et qui me permettait de discuter avec d'autres radioamateurs en passant par le HackRF. Donc là aussi, pareil, vous avez à peu près dans toutes les gammes de prix, hein, si vous voulez commencer à vous intéresser à la radio, du matériel qui permet à la base, bon, principalement dans les premiers prix de recevoir, mais aussi d'émettre. Alors, Satnox, c'est mon petit projet fétiche de l'année. C'est des Grecs qui ont remporté le Hack Day Prize. Le Hack Prize qui a été relancé encore cette année. Il y avait 250 000 $ ou un voyage dans l'espace. Ils ont choisi les 250 000 $. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils ont pris des clés TNT comme celle qui a connecté à mon ordi et celle que j'ai fait passer. Ils ont imprimé en 3D les rouages des engrenages. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est des stations de suivi sol qui permettent en fait derrière de suivre des satellites. Alors c'est une petite vidéo qui dure 30 secondes mais qui va vous permettre de voir à peu près ce qui se passe. Donc là il dessine un peu les différents objets. Et là imaginez sur le toit de votre maison ce truc super cool qui suit des satellites en temps réel. Moi, je trouve ça super cool. Donc, en gros, l'idée, c'est d'en mettre partout. Alors, ceux qui me connaissent, j'ai bouffé beaucoup de cartos. Je m'occupe aussi d'OpenStreetMap. Maintenant, je suis hébergé par des gentils radioamateurs qui m'amènent et qui m'aident à faire ce genre de trucs. Au FOSDEM, cette année, la salle, la DevRoom radio logiciel, était full. Il fallait pratiquement venir 3 heures avant pour assister à la conférence d'après. Parce que c'est accessible avec des ordinateurs de puissance assez modeste et avec une tablette Android ou un téléphone Android aujourd'hui, vous pouvez déjà écouter ce qui se passe sur Spectral. Tu veux dire un truc, Yves? Non, c'est bon. Et en gros, pour faire la petite démo, alors le micro il est plus calé sur cette fréquence-là, mais on va passer sur une tu l'allumes, hop, 1, 2, 1, 2, ça va passer. En gros, là, la règle que vous commencez à voir apparaître, c'est le signal qui retourne du micro, qui est capté par la petite antenne qui est là, qui n'est pas celle de la clé TNT d'habitude, mais qui est décodée et carrément reçue par la clé TNT, qui transmet à mon ordi, GNU Radio, qui analyse tout ça sous forme de bloc, avec le logiciel qui s'appelle GQRX, pour ceux qui veulent l'installer sur Ubuntu, et qui ensuite est affiché ici en phase et en... J'oublie. Vas-y. C'est de la... Alors là, je ne sais pas si... Ouais, tu vas pouvoir faire ça. Donc en gros, là, pour le prix d'un ordi et 10 $, vous pouvez commencer à explorer ce qui se passe entre 10 MB et on se cale là juste sur 787.175 MHz, qui est la fréquence du micro rouge. Et on commence à écouter des choses. Alors, la voix, c'est cool. Ce qui est encore plus cool, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, suivre des satellites, regarder où sont des avions, regarder où sont des bateaux. Alors, j'étais à la nuit du hack, tout là-bas, tout à l'heure, avec des personnes du ministère de la Défense qui nous disaient qu'ils cherchent justement à se former sur cette techno-là, parce que pour l'instant, ça a l'air très obscur, la radio, mais vu que maintenant, il ne faut plus que 10 $ pour décoder pratiquement tout ce qui se passe jusqu'à 1,7 giga, vous comprendrez que ça commence à devenir un peu chaud patate pour les télécoms militaires et que les processeurs étant de plus en plus puissants, dans l'USRP que vous avez qui passe là, c'est un FPGA. Donc c'est un processeur programmable qui est câblé, programmé pour traiter du signal radio. Quand vous voyez que maintenant, en fait, alors que ce soit via Bitcoin qui a tiré vers le haut la production de mineurs avec des FPGA, que ce soit les cartes vidéo hyper puissantes qui sont câblées maintenant pour traiter en parallèle énormément de données, traiter du signal radio maintenant et des signaux lourds, voire chiffrés très lourdement, devient de plus en plus facile.
Et c'est là qu'en fait ça intervient en fait nos communautés du logiciel libre et on fait l'interface entre le logiciel libre et les communautés de radioamateurs. C'est que nos communautés, en tout cas du logiciel, apportent énormément de savoir-faire, de puissance et un peu de vision web en fait sur toutes ces questions-là. Et les radioamateurs nous apportent toute la puissance aujourd'hui, en tout cas la connaissance technique, scientifique et technique, tout l'historique scientifique et technique qui nous permet de comprendre ce qui se passe et de mieux communiquer dans l'idéal, mais aussi, et c'est un peu l'objet de cette conférence, de sécuriser aussi les communications. Alors je pense que Yves pourra parler beaucoup mieux que moi du POCSAG, mais tout à l'heure on regardait des signaux POCSAG qui arrivaient, c'est de la messagerie, c'est le beeper du Dr House qu'il a à la poche et qui affiche des messages comme quoi il est demandé au bloc opératoire. Le POCSAG il est massivement utilisé. Le jour où il y a eu un gros blackout radio type GSM, 3G, 4G, ce qui est déjà arrivé chez certains opérateurs, le POCSAG survivra. Oui, il y a des chances parce que alors le POCSAG c'est c'est 400, c'est dans les 460 mégas. De mémoire, c'est l'ancien alphapage. Si je me trompe, s'il y en a qui peuvent corriger. De mémoire, c'est l'ancien alphapage. Ça a été repris par une boîte qui fait plus que ça aujourd'hui. Il y a des relais un petit peu partout en France. On les reçoit très très fort. Et ils sont indépendants de la téléphonie mobile. Ils ne sont pas alimentés par téléphonie mobile. Dans la plupart des cas, ils sont alimentés par satellite ou par faisceau hertzien, donc directement par radio. Et donc, on voit les messages passer. Le truc intéressant avec le POCSAG, c'est que ce n'est pas du tout un protocole, comme il le disait, qui a été sécurisé, il n'est pas du tout chiffré, ce qui fait que quand on a un petit programme pour recevoir le POCSAG, on trouve la fréquence 466, 467 par là, tu devrais le trouver. Quand on met un logiciel qui fait le décodage POCSAG dessus, on voit passer tous les messages et puis on voit que la chambre froide de l'entreprise numéro tant a une alarme parce qu'elle a dépassé telle température, qu'il y a une vanne qui a été ouverte alors qu'elle ne devrait pas, des messages des fois un peu incompréhensibles, ou même des fois des messages nettement plus compréhensibles. Docteur Machin, veuillez rappeler Madame Bidule au numéro suivant, carrément avec le numéro de téléphone qui passe en clair dessus, le genre de choses qu'on peut voir apparaître sur le POCSAG. Donc voilà, on a essayé de brosser un peu le tableau de manière un peu plus structurée que l'année dernière, puisqu'on avait fait la conf un peu à l'arrache, avec des logiciels qui ne fonctionnaient pas tout à fait toujours. Je ne l'ai pas installé sur cette machine-là, mais on regardera tout à l'heure dehors, pour ceux qui veulent bien. On sortira et on ira écouter les avions. Surtout qu'il y a le salon du Bourget pas loin en ce moment. C'est sympa, il se passe plein de trucs sur la bande hertzienne. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que on a besoin de plus de radioamateurs. J'en fais mon cheval de bataille. On a besoin de plus de radioamateurs. Pourquoi ? Parce que les amants sont beaucoup plus nombreux que nous et que quand on dessine la carte de l'Europe avec la position des radioamateurs, on voit très bien les contours de l'Allemagne. Ce serait bien qu'on soit un peu plus nombreux. Alors c'est dû à plein de trucs, hein. Mais de grâce, devenez tous radioamateurs, ça nous permettra d'expliquer plus de trucs. Non, plus sérieusement, pour intervenir assez souvent, je suis météorologue de formation et on me sollicite beaucoup, on parle beaucoup d'Internet des objets, etc. Un des gros facteurs limitants qu'on va avoir, c'est la radio. Parce que les capteurs, il va falloir, pour plein de raisons, hein, mais on n'a pas de bande de fréquence extensible, hein, les limites de la physique sont quand même atteintes au bout d'un moment. On va avoir énormément de capteurs, alors on tape sur des milliards de trucs, des milliards d'euros. Bon, si on ne résout pas déjà le problème de comment on va pouvoir émettre sur les bandes de fréquences qui sont quand même assez restreintes, on va avoir un problème. Deux, il y a un problème de sécurité, et là j'insiste vraiment dessus. Vous avez pour objectif en tant qu'entreprise ou en tant que communauté de développer des objets. Si vous transmettez des données personnelles, pensez à chiffrer dès le départ. Parce qu'il est de plus en plus simple d'intercepter des choses et qu'il y a eu un récent gros problème avec les ouvertures de voitures de luxe parce que beaucoup de constructeurs de luxe étaient fournis chez un même fournisseur qui utilisait le même protocole et des gens comme nous ont réussi à ouvrir des voitures. Et comme il ne faut plus maintenant grand chose pour faire démarrer, les clés mécaniques ne sont plus trop utilisées,
ben, vous imaginez ce que ça implique en termes de perte de richesse pour la personne qui perd sa voiture, évidemment, mais aussi, surtout, pour l'entreprise à qui on ne va plus faire confiance. Donc la Maison-Blanche s'en est même mêlée pour vous dire à peu près jusqu'où ça a été. Il y a eu un petit débat là, pas longtemps, sur les IMSI Catchers, mais Yves en parlera. Les drones. Il paraît qu'il y en a plein qui survolent Paris de temps en temps. Mais ça va être un souci aussi puisqu'il communique bien avec le pilote, le drone. Quid de j'intercepte la fréquence de pilotage du drone et je le fais tomber ou je le fais transporter autre chose. Bref, comme énormément de techno dépendent de la radio, plus on sera nombreux à utiliser, à auditer, à coder, à intercepter, à alerter, plus on sera en sécurité. Mais là-dessus, je reviens pas là-dessus. Je pense que le logiciel libre a largement prouvé son efficacité. Mais il faut vraiment que ces communautés de la radio soient plus robustes, entre guillemets, d'un point de vue humain, on s'entend. Avec des personnes qui rejoignent leur rang. Yves, peut-être que tu voudrais rajouter quelque chose. Je vous laisserai après la parole. Pas grand-chose, juste dire, voilà, je me suis mis sur les fréquences POXAG, on voit les signaux, c'est les petits points rouges sur l'écran qui apparaissent, les signaux POXAG qui arrivent. Bon, là, on n'a pas mis de logiciel de décodage derrière, mais voilà, on peut tout écouter, mais on ne peut pas tout dire. Donc, si vous apercevez de trucs et que vous lisez des trucs... Ce qu'on entend... On ne le répète pas. Voilà. L'onde radio, elle vient jusque chez nous. Maintenant, c'est du privé, ce qui circule dessus. Ce que je pourrais rajouter, c'est juste qu'il y a plein de choses qu'on peut recevoir avec un logiciel comme celui-là. C'est pas parce que le logiciel reçoit le signal qu'on va être capable de le décoder, parce qu'en fait, c'est un signal numérique qui a été encodé en FM. On pourrait écouter, ça fait une petite musique un petit peu particulière. Il faudra un logiciel derrière pour interpréter cette musique et pour reconstituer le texte du message qui circule. Donc, ce sont des messages textes qui circulent. Au niveau de la confidentialité, je crois que j'en ai parlé un petit peu l'an dernier, parce qu'il y avait eu un type aux États-Unis qui avait un petit peu bondi quand il s'était rendu compte que les capteurs de pression des pneus des voitures, qui dans certains États sont obligatoires, ils envoient la pression du pneu par radio, c'est pas du tout câblé, et à chaque voiture est associé un numéro unique. Et lui, ce qu'il s'était dit, il s'est mis à un carrefour dans une rue et il a regardé les voitures qui passaient. Il s'est mis le lendemain, il a regardé les voitures qui passaient à nouveau, qui étaient passées la veille, ce qui pose des petits problèmes de tracking sur les gens, des problèmes de vie privée, puisque du coup, on va pouvoir identifier la voiture qui passe, à quel moment elle passe, où elle passe, de façon assez précise quand on est à proximité. Donc ça peut poser ce genre de problème-là. Il y a aussi des gens qui s'amusent avec les feux de circulation. Alors, ce n'est pas en France, dans d'autres pays, avec les feux de circulation, où les feux de circulation sont tout simplement pilotés sans aucun chiffrement par radio. Et quand notamment des véhicules de secours arrivent dans ces pays-là, ils ont une petite télécommande qui permet de le faire changer. Avec un de ces appareils-là, on enregistre la fréquence, on enregistre la télécommande, et puis après on peut la rejouer quand on veut. Il n'y a pas de protection contre le replay, il n'y a pas de protection contre ce genre de choses-là. Donc du coup, au niveau des feux de circulation, ça peut être un peu aussi problématique. Vous pensiez que les GAFA, c'était le diable, mais non, c'est les radioamateurs. J'arrête pas de leur dire que... Voilà, bref. En gros, non, on voudrait vraiment vous sensibiliser là-dessus, parce qu'il y a de forts enjeux, et je pense que vous les avez tous compris, et que c'est pas très compliqué. Surtout, ce qu'on essaie de faire dans d'autres communautés, c'est vraiment de montrer par l'exemple. Il y a beaucoup de gens qui parlent de plein de trucs. Là, vous avez quand même des exemples concrets de ce que l'on est capable d'intercepter. Je vais vous laisser la parole parce que j'aime bien aussi avoir vos réactions et puis répondre à des questions un peu plus précises auxquelles je n'aurais pas pensé. Bonjour. Merci d'abord. J'ai juste une toute petite remarque. Présenté comme ça a l'air super trivial de détourner un drone ou d'écouter du tétra. Mais quand on a d'étalement de spectre, du saut de fréquence et des choses comme ça, je pense que le MINDEF, ils n'ont pas trop de questions à se poser. Ils sont assez sereins là-dessus et ils traînent pas trop sur ces bandes-là, quoi. Donc, ils sont sur ces bandes-là. Effectivement, il
Il existe des techniques qui permettent de se protéger, de garder la confidentialité des informations. Le TETRA peut être chiffré ou peut ne pas être chiffré. Le TETRA, c'est un protocole de communication radio qui remplace les talkie-walkie qu'avaient on va dire certaines entreprises. Pas les pompiers, non. En France, les pompiers, la police, ils sont sur un truc qui s'appelle Tetrapol, alors qui est un petit peu différent, c'est un autre protocole, complètement différent. Qui lui également est chiffré, par contre il lui est chiffré systématiquement et on ne sait pas le décoder. Le Tetra, on sait le décoder quand il n'est pas chiffré. Il y a différents autres protocoles qu'on sait décoder quand ils ne sont pas chiffrés. Il y en a un qui s'appelle le P25 par exemple, qui est très utilisé sur le continent nord-américain parce que c'est Motorola qui le commercialise et puis il est privilégié aux États-Unis. En France, on a eu le SAMU qui a pas mal utilisé à une époque ce fameux protocole P25 en mode non chiffré. Ils utilisent également d'autres fréquences qui sont chiffrées. Alors quand c'est du chiffrement dans la plupart des cas, du chiffrement proprement fait, qui est quand même assez robuste, qu'on ne sait pas casser comme ça. Donc non, en effet, on sait faire des communications chiffrées, confidentielles. Il faut juste le faire. Il y a plein de gens qui utilisent des talkie-walkie, qui utilisent des mécanismes de communication sans du tout se poser la question, est-ce que c'est sûr ce que je fais? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient l'écouter? Ils ne se posent juste pas la question. Mais en effet, on sait faire des communications chiffrées, voire même quasiment indétectables quand on utilise effectivement l'évasion de fréquences, où on va utiliser plein de fréquences à la fois, un petit peu sur l'une, un petit peu sur l'autre, suivant un algorithme non prévisible. Donc, ouais, on est quand même assez bien protégé. Merci. J'attire quand même l'attention. C'est vrai que c'est pas simple pour l'instant, mais le HackRF, il a une bande passante de combien? 20 MB? 10 MHz. On a des USRP ou d'autres types de matériel où on a une bande de fréquence de 20 MHz. Ça veut dire que ce qu'on reçoit ici on le reçoit entre, alors c'est des fréquences radio 465 MHz, 755 et 467 005. Au lieu de recevoir à peu près 1 MHz et demi, on reçoit une plage de fréquences beaucoup plus importante, mais d'un seul coup. Ça veut dire qu'on peut, décoder, si on a les logiciels, si on sait comment ça fait, si ce n'est pas fait avec un système de chiffrement, on peut décoder n'importe quel signal dans cette plage-là, dans cette bande de fréquences-là, entre la borne inférieure et la borne supérieure, sans avoir à changer rien. On peut les décoder simultanément, s'il y a deux signaux en même temps, on peut les enregistrer, les écouter après. En même temps, on n'est pas obligé de passer de l'un à l'autre. C'est vraiment reçu en même temps. Donc en gros, pour ceux qui veulent écouter toute la bande FM d'un coup, si vous avez une puce radio comme ça qui est capable d'écouter sur 20 MHz, donc de 88 à 108 MHz, c'est la bande FM, vous pouvez écouter toutes les radios en même temps. C'est faisable. Alors, je veux bien entendre que pour l'instant c'est compliqué, qu'on est sécurisé, tout ça. Bon, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un petit malin ou un vieux malin qui se dit, bon, pas cap, ok, pas cap, pas cap, pas cap. Et au bout d'un moment, on arrive à faire des trucs. Et quand on met des cartes graphiques et des FPGA sur des pas cap, au bout d'un moment, les gens arrivent à faire des choses. Donc, pas croire que c'est pas possible, toujours penser qu'il y a peut-être moyen qu'on intercepte et donc changer les clés souvent, faire des sauts de fréquence, étaler, etc. C'est des principes qui doivent être, et c'est exactement ce que je disais, tu as raison, mais ça, il faut y penser dès le début. Pas quand le protocole sort et que l'État a mis 1,5 million dessus. Je ne parlerai pas forcément du projet en question. Oui? Non, j'ai pas d'OM90, mais si tu as une machine qui l'a. Oui, mais enfin, elle n'est pas configurée. Elle est pas, non, alors, DOM90, c'est 1090. C'est un logiciel qui, en mode texte, récupère les trames ADSB des avions. Si vous voulez, on regardera sur ma tablette tout à l'heure, pour ceux que ça intéresse en bas ou sur le balcon. En fait, ce qui fait ce logiciel-là, c'est... Je regarde si je l'ai quand même. Ouais. Il s'est mis en veille, lui. En gros, l'idée, c'est de récupérer le cap de l'avion, son altitude, sa vitesse, son code transpondeur, l'identifiant de sa compagnie et le numéro de vol. Pour ceux qui connaissent Flight Radar et FlightStat, c'est exactement comme ça qu'ils font pour récupérer les positions des avions. Donc, vous verrez que chaque fois qu'il y a un crash, malheureusement, vous avez un pic sur FlightStat, Flight Radar des journaux, AFP, Le Monde et compagnie, parce que souvent, ce sont les premiers à publier la dernière position de l'avion. Et comment ils font ça? Ils mettent des petites raspes
peu comme des Raspberry Pi un peu partout, avec des petites antennes calées sur 1090 MHz et qui récupèrent en fait les codes transpondeurs des avions au fur et à mesure. Ça, c'est faisable. C'est pas chiffré. On a des travaux un peu dessus, mais voilà, c'est des choses qui sont déjà réalisables. Pareil pour les bateaux, Marine Traffic, pour ceux qui connaissent, si vous allez sur OpenSeaMap et que vous activez la couche Marine Traffic, vous pouvez afficher en temps réel les bateaux, leur longueur, leur identifiant IMMC, qui est l'immatriculation électronique internationale, le pavillon du bateau et parfois ce qu'il transporte. Et sa position, est-ce qu'il est en détresse, est-ce qu'il est en train d'appareiller, est-ce qu'il est au mouillage, etc. Donc il y a quand même plein de choses réalisables. Si ça vous donne des idées de services et de nouveaux produits, de nouvelles plateformes, FlightStack, FlightRadar et Marine Traffic en vivent bien, ben, pourquoi pas. Si ça vous donne des idées pour sécuriser, aider, accompagner, c'est encore mieux. Si ça vous donne des idées pour transposer tout ce qu'on est en train de faire là sur du web, parce que les développeurs n'ont pas forcément la capacité de traiter du signal radio, eh bien ça se fait aussi. Vous avez des sites web qui ont des clés TNT comme celle-là ou des HRF connectés à des serveurs et qui permettent d'écouter à l'endroit évidemment où est situé le récepteur l'ensemble du spectre audio possible par l'appareil directement à travers le web. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'avais une question d'ordre un peu plus général. J'ai un vieil oncle qui est un ancien radioamateur qui a une grande antenne de 5 mètres mais qui en fait plus depuis au moins une dizaine d'années, je pense, qui a un matériel qui est uniquement électronique et pas informatique. Et je voulais savoir si, comment on peut, avec ce matériel-là, peut-être moyen que je le récupère, on peut devenir radioamateur avec un matériel beaucoup plus ancien, donc des cartes électroniques actuelles, quoi. Alors, je vais laisser Yves y répondre, mais en fait, on a beaucoup de clubs de radioamateurs avec des vieils oncles et des vieilles tantes, très peu, beaucoup moins. Et en fait, les vieils oncles, ils sont en train d'être remplacés par moi, par Yves. On est un peu la nouvelle génération. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces gros postes. C'est bien, hein, parce qu'en gros, ce que j'ai appris avec cette super communauté, alors il y a des ours, hein, comme dans les... Désolé à CKB si vous êtes là. Il y a des ours dans le sens des gens un peu grincheux, mais comme dans toutes les communautés. Mais en général, c'est des clubs et des communautés où ils transmettent quand même assez bien. Et oui, ce matériel-là, il est important parce que souvent, ils ont bien fait les choses, ces radioamateurs. Ils ont protégé leur installation contre la foudre, c'est important. Ils connaissent très bien les fréquences, comment l'onde se propage, etc. Ils ont une vraie culture et un vrai savoir-faire que nous les jeunes arrivants, n'avons pas. Et avec une Raspberry Pi et une clé TNT, on arrive déjà à faire énormément de choses. Donc je pense qu'il y a vraiment, il y a une superbe interface qui est en train de se faire en ce moment grâce aux clés TNT, grâce au Raspberry Pi, au Linuxino pour ceux qui veulent utiliser du matériel hardware réel. Donc là, ce sont les avions en train de nous survoler. Il y en a peut-être qui viennent. Je vais juste donner 2-3 mots. Je ne sais pas qui c'est qui avait posé la question sur l'oncle radioamateur. C'est lui. Voilà. Alors, s'il y a des antennes et que ça peut être utilisé là-bas, c'est super parce que la disposition de l'antenne et la qualité de la ligne est absolument fondamentale si on veut recevoir un signal facilement. S'il y a un grand mât bien dégagé avec des antennes dessus, ce qu'on va brancher derrière, ça va tout de suite recevoir beaucoup plus facilement des signaux. Ça va être moins frustrant que quand on est dans une cave avec une antenne qui ne reçoit rien et tout de suite ça va donner envie d'aller un petit peu plus loin. Donc il ne faut pas hésiter à aller écouter ce qui se passe là-bas. Alors c'est sans doute sur les ondes courtes, parce qu'il doit avoir plein d'appareils. Alors il faudrait lui demander qu'il explique comment on règle, il y a une boîte d'accords pour que l'antenne soit en adéquation avec la fréquence qu'on veut recevoir. Et si c'est des ondes courtes, c'est assez intéressant parce que ça permet de recevoir des signaux qui viennent de l'autre côté de la Terre. Ça permet de faire des communications très loin avec des petites puissances. Il y a beaucoup de morse qui est là-dedans. Il y a des signaux, il y a du texte aussi qui va passer avec des signaux comme ce qu'on appelle le RTTY, hein, c'est le radiotélétype, ou des choses comme ça qui sont assez intéressantes. Il y a d'autres modes numériques qui existent également. Donc ouais, c'est à tester. Il faut demander à ce qu'on se fasse faire une démonstration. Et puis après, ça permet de mettre le pied à l'étrier. Donc ça. Si on revient ici, c'est effectivement les avions qu'on reçoit tout simplement. J'ai juste changé ton antenne. Ouais. J'ai mis la petite antenne que j'avais moi avec, que j'ai posée. J'habite là.
Donc à 70 km de Paris à peu près, on reçoit quand même un avion qui est en train de survoler ma ville. La petite antenne, je l'ai posée sur un support métallique, ce qui permet de faire ce qu'on appelle un plan de masse, qui permet à l'antenne de mieux fonctionner. Pour les petites antennes magnétiques, c'est bien d'être posé sur un truc métallique. Ici, c'est quelques signaux qui sont envoyés. Ça, c'est ce qui est reçu de la part des avions. C'est un signal numérique. Les avions, ils balancent ça régulièrement. Tous les avions, ils balancent leur information. Alors, il n'y a pas que celle-là d'information, mais notamment l'information de position, leur immatriculation, l'altitude, la vitesse, la direction. Je ne vois pas trop ce que c'est, le dernier, mais voilà, différentes. C'est le nombre de messages. Nombre de messages, voilà. Donc il y a différentes infos qui circulent là-dessus. Il y a également d'autres infos qui ne sont pas des informations de positionnement qui circulent, qui ne sont pas reprises par ce programme-là, mais c'est un mécanisme qui permet aux avions de prévenir où ils sont, de donner leur direction. Ça permet également d'avoir des mécanismes qui évitent à ce que deux avions qui arrivent dans la même direction ou soit sont sur la même altitude puissent éviter de se croiser de trop près. Et bon, ça c'est comme le disait Gaël, c'est ce qui est utilisé par Flight Radar par exemple. Ils vont un petit peu plus loin Flight Radar parce que ce qu'ils font aussi, c'est que sur les signaux qui ne donnent pas de position, ils les analysent avec plusieurs récepteurs un petit peu partout. Et en fonction du signal reçu, ils peuvent arriver à déterminer où il est, alors que l'avion, il n'envoie pas sa position. Parce que là, vous avez essentiellement les avions civils, les avions militaires, les avions du ministère de l'Intérieur, les hélicoptères du ministère de l'Intérieur, par exemple, n'envoient pas leur position. Ils envoient juste une immatriculation, c'est qu'ils sont là, mais ils n'envoient pas leur position. Alors, vous ne les verrez pas, par contre, sur Flight Radar, ceux-là, mais il y en a quand même sur Flight Radar qui n'envoient pas leur position et qu'on arrive à détecter par rapport au nombre d'antennes qui vont recevoir le signal. Pour information, en termes de portée, ça dépend vraiment où on est. Et là, on va retrouver l'importance de la position de l'antenne. Je suis chez un client assez souvent à La Défense. Et un jour, je me suis amusé, depuis la Grande Arche de La Défense, j'étais au 17e étage, du côté nord. J'ai juste mis une antenne posée sur le bord de la Grande Arche à l'intérieur. En plus, c'est vraiment pas l'idéal. Je recevais les avions qui étaient en approche de Bruxelles. Alors c'était vraiment dirigé comme ça, mais vraiment je voyais des avions jusqu'au-dessus de Bruxelles qui approchaient. J'avais un trou entre les deux, c'était assez marrant, ils disparaissaient. Ils réapparaissaient après quand ils étaient à proximité de Bruxelles. Pour vous donner une idée, la portée dépend pas vraiment enfin, dépend beaucoup de l'antenne et dépend beaucoup de la position de l'antenne, à la fois de l'émetteur et du récepteur. Un avion, c'est en l'air, donc ça émet, on peut les recevoir de très très loin, à condition d'être bien dégagé. En fait, dès qu'il est au-dessus de l'horizon, en théorie, vous le voyez, donc vous le recevez. Donc en Normandie, pareil, en plein champ, avec l'antenne posée sur le toit de ma voiture, je vois les départs, arrivées, décollage, atterrissage au sud de Londres, directement, sans problème. Ceux qui me connaissent, regardez mes tweets, vous tapez Radzilla SDR. Et vous verrez mes captures d'écran d'avions qui traversent la Manche. Donc on avait les chassés-croisés du dimanche, les Ryanair et tout ça qui rentraient et qui partaient. Ouais, moi j'avais une question sur les protocoles que vous évoquiez tout à l'heure au niveau de la furtivité, du chiffrement et de l'authentification. J'ai l'impression que c'est plutôt des protocoles que des propriétaires. Et je voulais savoir s'il y a des protocoles libres qui font ça tout ou partie. Alors il y a des protocoles... le protocole dont je parlais tout à l'heure, Tetrapol, pas Tetra, Tetrapol, qui n'a rien à voir. Tetra est un protocole qui est normalisé. C'est un protocole qui est normalisé par, je ne sais plus qui, mais enfin il est vraiment normalisé, il est défini. On peut l'utiliser, on peut l'implémenter, il n'y a pas de problème. Lui permet de faire du chiffrement si on le souhaite. De toute façon, en tant que radioamateur, sur les fréquences radioamateurs, quand on communique entre radioamateurs, on n'a pas le droit de faire de chiffrement, il faut que ce soit directement décodable. Mais ce protocole-là, il est défini, il existe. Il y a des constructeurs qui font des puces qui permettent de le faire. Il y en a qui font d'un point de vue logiciel pour pouvoir le faire. À l'émission, je n'ai pas recherché, mais à la réception, oui. Le projet Osmocom dont on parlait tout à l'heure. Tetrapol, lui, est totalement propriétaire. C'est EADS, je crois. C'est soit EADS, soit l'autre, enfin un des deux complexes militaires français. Lui, il est totalement propriétaire, absolument pas documenté, on ne sait absolument rien. Et après, pour tout ce qui est évasion de fréquence, c'est des techniques qui ne sont pas spécialement nouvelles. L'évasion de fréquence, c'est y mettre, on va se donner une fréquence minimale, une fréquence maximale, et puis on va y mettre un petit boost sur une fréquence, un petit boost sur une autre, et on va se balader sans arrêt comme ça, sans annoncer, sans connaître la clé, sur quelle fréquence le prochain pouillème de seconde va être émis.
Ça, c'est utilisé depuis très longtemps par les militaires. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est facilement réimplémentable. Hein. C'est pas très très complexe à refaire. Par exemple, avec des trucs comme nos radios ou même à imaginer comment on pourrait le réimplémenter. Mais ça, c'est juste l'évasion de fréquence ou écouter. Après, le signal qui est transporté, là, il y a plein de choses qui existent, qui sont dans la plupart des cas plutôt connues parce qu'on sait ce qui fonctionne bien, notamment quand c'est la transmission d'informations où on va utiliser différentes modulations de phase, on va dire, pour transporter plusieurs bits d'informations à chaque onde. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question, mais si en partie. C'est quoi les quelques règles de base de la législation en fait sur les ondes, enfin que tout. Ah, les règles de base sur la Ça législation. fait un an que je travaille, que je révise. Bah, tu es plus à jour que moi alors. Non, il y a moi ce dont je me souviens toujours, c'est une des premières choses que m'a dit Yves, c'est on écoute ce qu'on veut, mais on ne peut pas rediffuser. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même des bandes de fréquences qui sont réservées. En fait, la partie juridique, elle est essentiellement là. C'est les puissances, les bandes réservées. Ensuite, il y a des règles techniques. Il y a deux parties dans l'examen de radio-amateur. La partie légale, et c'est très important, sinon c'est pénal direct. Hein. Et c'est du par cœur. C'est des textes de loi. Enfin, des textes de loi. C'est des règles. Et ça, il faut savoir que de telle fréquence à telle fréquence, c'est telle puissance. D'ailleurs, tout à l'heure, je me suis planté. C'est pas du tout 500 watts, c'est 130 watts. Merci Olivier. Il faut savoir qu'on a le droit d'émettre de telle fréquence à telle fréquence, en tel mode, avec tel mode. C'est-à-dire, est-ce que c'est en morse, est-ce que c'est avec en USB, en LSB. Il y a du USB aussi, mais qui n'a rien à voir avec les clés. Hein. Est-ce que je peux émettre en FM, est-ce que je peux émettre en AM? Quelles sont les fréquences qui sont réservées à ça? Quelles sont les fréquences réservées aux satellites? Plein de choses comme ça au niveau de la réglementation. Il y a plein de sites qui permettent de la synthétiser. Il suffit de rechercher réglementation radioamateur sur ton moteur de recherche et tu devrais trouver pas mal de choses. Par cœur, j'aurais du mal moi à les redonner comme ça sans réviser un peu avant. Mais c'est important parce qu'en fait, la bande radio, elle est finie. Et on ne peut pas émettre à tort et à travers. Il y a des communications qui sont prioritaires. Si les opérateurs télécoms payent aussi cher leur licence, il y a une raison, c'est que c'est fini et que le bout de fréquence qu'on leur alloue, le défendent bec et ongle. Et l'ARCEP, la NFR veille au grain. Donc, évitez de vous mettre dans des situations pas possibles. L'idéal, si vous voulez vraiment vous amuser, c'est de rejoindre un club radio amateur. Et là, vous avez vraiment un terrain de jeu qui est absolument fabuleux, hein, de 1 MHz à 65 gigas. 150 gigas, je crois. 150 gigas. De mémoire, les fréquences les plus élevées dont je me souviens dans les fréquences radioamateurs, il doit y avoir de 145 gigas à 147 gigas, un truc comme ça. Vous voyez, vous pouvez vous amuser. Hein. Vous pouvez vraiment faire des trucs. Avec une Raspberry Pi, vous pouvez commencer. On n'est pas obligé de vous équiper avec des milliers d'essence. Par contre, il y a des règles techniques aussi qui sont tout aussi importantes sur l'accord des antennes. C'est une des deuxièmes règles que j'ai apprises aussi avec les radioamateurs. C'est que l'antenne est aussi importante que la qualité du récepteur lui-même. L'année dernière, pour ceux qui se souviennent, je suis venu avec un énorme porte-manteau, une antenne Discon qu'on avait à l'intérieur, mais on ne captait pas grand-chose. Et juste avec la petite antenne ici mise sur une base métallique, ça permet d'avoir une qualité de signal qui est plus importante que ma grosse antenne que j'avais payée 90 €, etc. Donc ça aussi, c'est vachement important et c'est pour ça que je vous invite à fréquenter ces clubs-là parce qu'on arrive vite, même si c'est super génial de jouer avec des trucs qui coûtent à peine 10 $, on arrive vite aux limites de la technique et là, les radioamateurs prennent le relais pour vraiment nous acculturer à ce que c'est qu'une onde, comment elle se propage, comment elle se reçoit, comment elle s'amplifie, comment elle se traite, comment elle s'améliore, etc. Là, c'est une approche où c'est... Ah merde, ça a disparu, mais c'était un décollage. Oui, c'était un départ. D'autres questions? Alors moi, je m'étais intéressé à la radio amateur il y a une vingtaine d'années. Et puis à l'époque, au niveau réglementation, c'était encore hérité de la guerre froide, avec des règles, par exemple, donc fichage des radios amateurs, bien sûr, parce qu'il faut une licence.
Et je crois, mais j'en suis pas sûr, qu'à l'époque, je ne sais pas quelle police pouvait aller chez les gens sans mandat, perquisitionner. Ça existe toujours, ça n'a pas dû être nettoyé? La loi n'a pas été trop dépoussiérée dans le sens. Qu'ils puissent venir sans mandat, sans rien, c'était pas tout à fait ça. Il faut un carnet. Moi, alors, il y a deux choses. Quand je suis devenu radioamateur, donc c'est à peu près dans ces eaux-là, j'ai eu un entretien avec les RG de ma ville, où j'ai été convoqué pour une discussion qui a duré 10 minutes. Hein. C'était juste savoir qui j'étais. À l'époque, effectivement, on était fiché. Surtout que derrière, je me suis associé. J'ai fait partie d'une association de radioamateurs au service de la sécurité civile qui s'appelle l'UNADRASEC. Où là, c'est pareil, il y a une enquête pour être accepté ou pas dans la DRASEC. Mais c'est parce que les missions derrière de la DRASEC et les missions des radioamateurs peuvent être réquisitionnées par l'État pour venir en soutien de communication, pour venir suppléer l'État dans certains cas. Par exemple, avec cette association, là, en début de semaine, j'étais sur le salon du Bourget en organisation pour, si jamais il y a une balise de détresse d'avion qui est déclenchée sur le lieu, on fait de la goniométrie, on va aller la localiser, on va aller l'arrêter. Donc, vu qu'il y a ça derrière, effectivement, à l'époque, c'était assez contraignant. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. De mémoire, aujourd'hui, c'est plus le cas. Le carnet est quand même obligatoire, c'est-à-dire que vous devez tenir, si vous êtes émetteur, vous devez tenir un carnet, un registre des heures où vous avez émis ce que vous avez émis. Et le correspondant, en fait, chaque communication doit être répertoriée pour pouvoir derrière dire, oui, tel jour à telle heure, je communiquais avec telle personne. Ce qui n'est pas différent de, par exemple, ce qui se passe au niveau des radios broadcast, des radios libres et compagnie, où eux, c'est pareil, ils ont un conducteur et ils doivent en permanence dire tel jour à telle heure, ils ont mis telle chanson, il y a l'intervenant qui a parlé à telle heure, etc. C'est pour des raisons je pense, de surveillance et de contrôle qu'il ne se passe pas n'importe quoi dessus et de pouvoir faire des recoupements. C'est très important. Enfin, je comprends l'inquiétude et c'est une des choses qui rebute pas mal de gens. Je vous assure, il y a énormément de gens qui ont touché à des clés RTL, SDR, etc. Plein de gens à la nuit du hack, à laquelle je retourne tout à l'heure après la conf de Yves, qui vont vouloir tester ce soir et qui ont testé, qui ont leur propre matériel, qui sous le manteau me montrent leur hack RF. C'est impressionnant. Hein. J'en ai vu 5. Qui sous le manteau disent mais moi aussi je fais des trucs. T'es radioamateur? Non. Et moi, j'ai pu rencontrer des gens qui ne sont pas du tout radioamateurs, qui sont intéressés au côté radio, qui ont creusé le truc, qui sont d'un niveau technique très très bon. Donc, c'est pas obligatoire. C'est bien de le faire parce que ça donne un cadre légal, ça donne des possibilités de fréquences dans lesquelles on va pouvoir émettre. Maintenant, la connaissance, on peut l'avoir. La connaissance n'est pas soumise à un diplôme. Encore plus avec Internet. Les PDF, ils sont en ligne, hein, F6GK, je crois. Alors c'est super cool quand vous devenez radioamateur, vous avez c'est pas une immatriculation, ça s'appelle comment Un indicatif. Un indicatif. C'est comme le pseudo Twitter mais sur 5 positions. Voilà, c'est un indicatif qui va nous identifier d'un point de vue unique au niveau mondial. Il y a un préfixe qui est le pays, ensuite il y a la classe de l'opérateur. La classe de l'opérateur, pendant très longtemps, il y avait essentiellement 2 classes en France. Je simplifie un petit peu, mais ceux qui avaient le droit d'émettre en dessous de 30 MHz, ceux qui avaient le droit d'émettre au-dessus de 30 MHz. La différence était que pour émettre en dessous de 30 MHz, il fallait connaître le code Morse parce qu'il pouvait y avoir des communications d'urgence qui passent et le code Morse était un prérequis pour reconnaître la communication d'urgence. Aujourd'hui, c'est plus le cas, il n'y a plus cette distinction, enfin elle n'est plus tout à fait là, mais il y a toujours les classes d'opérateurs qui sont là. Et puis après, il y a sur 3 lettres l'identifiant de l'utilisateur. Par exemple, moi je suis F1 IVT et cet indicatif-là m'a été attribué par l'État. Et tant que je suis radioamateur, ça sera cet indicatif-là. Vous pouvez vous le tatouer si vous voulez. Alors, il va parler de la DRASEC. Alors, pour ceux qui me connaissent encore, qui ont vu ce qu'on fait en cartographie, j'étais au mois de mars en Guadeloupe pour établir des communications au moment d'un exercice de tsunami. Vous verrez qu'on fait des trucs super cool. Je racontais rapidement une histoire, c'est celle de Gustave Ferrier. En 1902, il y a 29 000 Français qui sont morts brûlés vifs, instantanément. Ça a été tellement grave que la commune de Saint-Pierre a été rayée de la carte, en tout cas du code officiel des communes de France pendant plus de 10 ans. C'était l'éruption de la montagne Pelée. Et c'était en plus amplifié par l'aspect politique où les élus de l'époque voulaient que les gens restent dans la ville pour les élections municipales. Et ils sont restés, ils ont été soufflés par le volcan. À l'époque, il y avait déjà des câbles télégraphiques entre la métropole et Paris.
et enfin, en tout cas entre la métropole pardon, et la Martinique. Et à l'époque, le gouvernement a décidé d'envoyer Gustave Ferrier, qui était soldat et qui s'occupait de télécom, pour tester les premières coms radio en cas de crise. Et donc lui, il a rétabli les communications entre la Guadeloupe, la Martinique et ensuite via les câbles télégraphiques sur l'Hexagone. Et on a fait en mars dernier le même chemin, sauf qu'on a utilisé la bande des 5 GHz qui est autorisée pour faire du Wi-Fi et d'autres choses, pour établir les communications en cas de crise. Et là, on se rend compte avec les états-majors de zone sur place, mais c'est aussi le cas sur l'Hexagone, qu'on n'a pas forcément de système d'alerte tsunami. Alors vous avez tous dans vos téléphones, on parle beaucoup d'IMSI Catcher, on met beaucoup d'argent pour espionner les gens, pas autant pour prévenir les gens qui sont confrontés ou seront confrontés à un danger grave. Donc dans la norme 3G, c'est prévu qu'en cas de crise majeure, l'antenne relais vous prévienne. Donc c'est du cell broadcast, vous regarderez sur Android. En cas de risque extrême, risque sévère et alerte enlèvement, donc si un enfant se fait enlever dans le quartier, l'antenne relais de l'opérateur est censée pouvoir vous prévenir qu'il faut évacuer le bâtiment parce qu'il y a un gaz ou une bombe sale qui a pété quelque part, ou un enfant qui a été enlevé. Bon, la France est l'un des rares pays qui n'implémente pas ce protocole-là. On réinvente encore la roue. Il n'est pas interopérable. Et donc c'est important que vous sachiez et que vous suiviez aussi ces travaux-là parce qu'il en va, de notre sécurité. Alors je parlais de la Martinique, mais c'est un problème national. Et qu'en plus, vu les temps qui courent, vu le réchauffement climatique, vu tout ce que vous voulez, les ADRASEC vont avoir beaucoup de travail en cas de cataclysme majeur. Elles sont souvent mobilisées au moment d'inondation, surtout dans le sud de la France. 99, la tempête qui nous a touchés a mis par terre énormément de réseaux télécoms. Et rien ne dit qu'une tempête comme celle de 99 ou qu'une vague de submersion, dernier tsunami dans la Méditerranée, c'est 2003 quand même. Séisme de Boumerdès en Algérie. Bref, il y a plein de raisons qui feraient que, techniquement, la radio pourrait nous sauver des vies. Il y a plein de raisons qui font qu'il est important qu'on sollicite et que l'on sensibilise les politiques et les cadres et les fonctionnaires au service de ces politiques sur la nécessité de normaliser, sur la nécessité d'être interopérable. Et je pense qu'avec des conférences comme celle-là et les travaux avec des appareils comme ceux-là qui sont de plus en plus accessibles, que tout cela soit, d'un point de vue pédagogique, beaucoup plus compréhensible et qui permette de faire beaucoup plus de pédagogie. Merci à vous. Dans 1 heure, on vous donne rendez-vous avec, vous pouvez rester là, avec Yves sur les IMSI Catcher qui passionnent aussi. Et puis, à votre disposition, dehors, en bas, sur le toit pour surveiller d'autres avions. Mais je pense que vous avez une belle démo là, c'est parfait. Merci à vous.